Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Nous parlons d'homicide et nous sommes rendus à la deuxième partie. Et pour nous éclairer, Maître Yves Badier sur le plateau. Maître, merci encore pour toutes les informations pendant la première partie et bienvenue dans la deuxième partie. Merci une fois de plus et une fois de plus, c'est un plaisir pour moi d'édifier à ma modeste façon vos téléspectateurs. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de ce qui peut amener le juge à classifier, à catégoriser un homicide à X ou Y partie. J'aimerais qu'on entre un peu dans des exemples concrets cette fois-ci. Par exemple, lorsqu'on parle de crime passionnel, où est-ce qu'on va situer c'est un homicide involontaire, c'est un homicide volontaire. Peut-être je vais appuyer un peu plus. Est-ce que le fait que ce soit passionnel, est-ce que ça réduit la gravité de l'acte? Est-ce que ça peut induire, j'ai envie de dire, un homicide involontaire? Alors, Oriane, avant de vous répondre, je voudrais préciser, ou bien je voudrais faire une clarification, parce que on a souvent l'impression justement qu'on lie immédiatement les crimes à l'homicide. Ok. Donc, il y a plusieurs types de crimes. L'homicide n'en est qu'un type, ou bien n'est qu'un exemple de crime. De crime, ok. Je vous disais tantôt que la détermination de crime ou de délit est tributaire de la peine. Donc, il ne faut pas toujours voir lorsqu'on parle de crime, l'homicide. Maintenant, pour revenir à votre question, quant à savoir les crimes passionnels, qu'est-ce qu'il en est? Il faut dire déjà que qui dit crime passionnel dit à la base crime. C'est pourquoi j'ai voulu faire la clarification de tout à l'heure. Donc, il faut dire qu'il y a à la base un crime qui sera maintenant qualifié plus ou moins de passionnel au regard des circonstances qui entourent la commission de ce crime, les motivations peut-être de son auteur et éventuellement le lien peut-être affectif entre la victime et l'auteur du crime. D'entrée de jeu, voilà, l'autorisation pénale ne dit pas, voilà, les crimes passionnels, voilà, non. Voilà, dans nos analyses, nous pouvons dire, voilà, ces deux personnes qui étaient ensemble, ces deux tourtereaux, et puis finalement, il y a eu mort, donc on peut le qualifier de crime passionnel parce que la motivation derrière l'acte posé était peut-être un sentiment, une déception et autres. Donc, ce n'est pas un crime qui sera puni différemment d'un autre crime, ou alors s'il s'agit d'un homicide, on ne dira pas parce que c'est son époux, parce que c'est sa fiancée, parce que c'est son copain. Voilà, il faut le prendre différemment des autres crimes. Non, c'est la nature de la relation qui existe entre les deux personnes, c'est peut-être les motivations de la personne qui vont qualifier pour les autres de crimes passionnels, mais devant le juge, on ne viendra pas parler de crimes passionnels. On dira, voilà, nous le poursuivons parce qu'il a ôté la vie à telle personne. On le poursuit pour cet homicide-là, pour ce crime-là. Et ça veut dire donc qu'au regard des faits, on saura si on met dans la catégorie volontaire ou involontaire. Volontaire ou involontaire, effectivement. En fonction des circonstances, on pourra considérer que, bon, voilà, il s'agit peut-être d'un homicide involontaire. Il peut y avoir homicide involontaire entre deux personnes partageant des sentiments d'amour ou des sentiments affectifs beaucoup plus soudés. Il peut y avoir un meurtre, comme il peut y avoir un homicide involontaire. D'accord. Alors, je vais prendre l'exemple d'une interruption volontaire de grossesse. On qualifie, c'est un homicide volontaire? Non, l'interruption volontaire de grossesse, qu'on appelle IVG, n'est pas considérée comme un crime. Okay. C'est considéré comme un délit dans notre législation pénale. D'accord. Parce que la sanction qui est assortie à cette interruption, elle est réprimée déjà. Ça c'est certain, mais la sanction qui est assortie est bien plus légère que celle des crimes. C'est vrai que de façon
trivial, on peut être amené à se demander, mais pourquoi? Parce que là-bas, on ôte également la vie. En prenant en compte le principe de l'infance conceptus, que tous les juristes qui connaissent, qui voudraient qu'on considère comme né un enfant dès sa conception, pour dire qu'à partir de la conception, cet enfant peut avoir les mêmes droits que celui qui est déjà vivant, à condition de naître vivant et viable. Donc, sur la base de ce principe, on peut être logiquement amené à se demander, mais pourquoi si on ôte la vie à un enfant conçu, on ne devrait pas considérer cela comme un homicide plutôt qu'un meurtre direct? Non, mais les circonstances sont différentes parce que l'IVG n'a pas toujours derrière l'intention première d'ôter la vie. L'intention peut être celle de sauver la mère, l'intention peut être celle de ne pas voir une vie, entre guillemets, gâchée. L'intention peut être celle de penser n'avoir pas les moyens de poursuivre une grossesse. L'intention peut être celle de ne pas vouloir faire face à une grossesse toute seule, face à un père irresponsable. Du coup, le législateur n'a pas voulu alourdir les considérations liées à l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'elle peut être tributaire de tout un ensemble de facteurs et d'alias. Ça peut être issu d'un viol aussi. Voilà, par exemple. D'accord. Alors, je sais que vous l'avez déjà dit, vous avez répondu à cette question dans la première partie, mais on va la reposer pour ceux qui vont peut-être prendre la deuxième partie. Quels sont les éléments constitutifs d'un homicide volontaire et plus loin d'un homicide involontaire? Alors, pour déterminer les éléments constitutifs de l'homicide volontaire ou involontaire, vous allez simplement faire une opération littéraire, c'est-à-dire de subdiviser les deux expressions. Homicide, c'est-à-dire il y a mort. Volontaire, ça veut dire il y avait intention de la donner. Donc, l'élément matériel dans l'homicide, volontaire dans le meurtre, c'est la perte de la vie. C'est la cessation de la vie. Et l'élément intentionnel, c'est l'intention de la donner. C'est l'intention d'ôter la vie. Par contre, dans l'élément, dans l'homicide involontaire, on aura le premier élément matériel qui sera la perte de vie, mais il y aura un défaut d'intention, ou alors on aura de la peine à établir l'intention coupable, c'est-à-dire celle de donner la mort. Et dans ce cas, on parlera d'homicide involontaire. Alors, maître, est-ce que quand on parle d'homicide, l'état mental de la personne, comment je vais dire ça, de celui qui ôte la vie, est-ce que c'est important? Oui, alors, l'état mental du délinquant ou de la personne qui est plus ou moins auteur d'un homicide n'est pas important seulement en matière d'homicide, n'est pas important seulement en matière de crime, mais il est important en matière pénale, de façon générale. Parce que vous voyez, en matière pénale, la responsabilité pénale est tributaire de deux éléments. Pour qu'on soit pénalement responsable, il faut qu'on puisse être coupable et que le fait qui nous est reproché nous soit imputable. Ça veut dire, vous avez la culpabilité et l'imputabilité qui vont entraîner la responsabilité pénale. Donc, pour qu'on soit responsable de ces actes, il faut déjà que nous soyons conscients de ces actes. Si vous allez sous cet angle, vous comprenez, et puis nous conviendrons que le dément, c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de démence, par exemple, on ne peut pas dire qu'il a eu l'intention de donner la mort lorsqu'il a fait, parce que scientifiquement, médicalement parlant, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Et donc, c'est une cause d'irresponsabilité pénale, pour dire que, effectivement, l'état mental de l'individu est pris en compte au moment de la responsabilité pénale. Parce que vous pouvez, vous pouvez être auteur d'un fait, il vous est imputable, mais vous n'êtes pas responsable pour divers aléas. D'accord. Toujours sur cette question, je vais prendre un exemple. On a récemment eu un petit garçon de 12 ans, je pense bien, qui a ôté la vie à son père parce qu'il voulait aller vivre avec sa maman. Est-ce qu'ici, on va dire que
loin, peut-être que l'âge, c'est l'âge qui sera mis en avant et moins son état mental? Non, l'état mental, c'est une chose, et puis son statut juvénile, c'est autre chose. Ok. Il faut dire que lorsqu'on parle d'état mental, déjà pour se prévaloir d'une quelconque déficience mentale, ça ne se présume pas. Il faut un rapport médical qui atteste de votre altération, l'altération de vos capacités mentales ou alors de votre statut de déficient mental. Ce n'est que sur la base de ce rapport médical que le tribunal pourra estimer qu'effectivement, mentalement, vous n'étiez pas stable et donc vous pouvez être soit totalement, soit partiellement irresponsable. Ce qui n'est pas le cas du délinquant juvénile. Le délinquant juvénile, lui, il sera sanctionné autrement. Pas parce qu'on estime qu'en posant cet acte, tel que vous venez de le dire, cet enfant qui a ôté la vie à son père pour aller vivre avec sa mère, pas parce qu'il est jeune, mais parce que sur le plan mental, on va essayer déjà, médicalement parlant, de rechercher est-ce qu'il est stable. Okay. S'il est stable mentalement, en ce moment, on ne va s'appuyer que sur son statut de délinquant juvénile pour pouvoir bénéficier de quelconque circonstance que ce soit qui pourrait le différencier ou bien qui pourrait différencier son traitement du délinquant adulte. D'accord. Alors, on parle très souvent d'infanticide, de féminicide, même de matricide. Est-ce qu'un crime est plus odieux qu'un autre et donc susceptible d'aboutir à une peine plus importante du juge? Sinon, comment est-ce que tout ceci est encadré? Alors, j'en déduis quand vous dites qu'est-ce qu'un crime est plus odieux qu'un autre, peut-être vous voulez parler d'est-ce qu'un homicide est plus odieux qu'un autre. Un homicide, oui. Alors, ce qu'il faut dire, Oriane, c'est que l'homicide est par essence odieux. Que ce soit sur le plan légal, que ce soit au regard de la morale, même de la religion, rien ne justifie et rien ne justifiera jamais le fait d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Parce que qu'avons-nous de plus précieux sur cette terre? C'est notre vie. C'est la vie. Donc chaque fois que la vie est ôtée à un être humain, c'est la chose la plus odieuse à laquelle nous faisons face à ce moment. Maintenant, vous avez parlé d'infanticide, vous avez parlé de féminicide et autres. Il faut dire que ce sont des infractions qui sont liées ou bien qui sont tributaires du lien qui existe entre l'auteur de l'acte et sa victime. Ça veut dire quand on va parler d'infanticide, vous voyez que si on parle d'infanticide, il y a l'un qui ôte la vie à l'enfant. Infanticide vient d'enfant. L'enfant, oui. Donc, c'est odieux, c'est tout comme tous les autres homicides. Et c'est simplement lié au lien qui existe entre, permettez la répétition, entre les deux personnes. Mais comment tout ceci est encadré, maître? Est-ce que c'est tout cela, on remet ça dans l'homicide? Est-ce qu'il n'y a pas ici une circonstance aggravante, justement, ce lien filial-là? Oui, effectivement. Sociologiquement parlant, l'infanticide est choquant. Ça heurte les mœurs et consorts. Et maintenant, sur le plan du droit, il y a mort. Il y a mort. Maintenant, le traitement pourrait être différent, peut-être parce que, je le disais tantôt pour l'IVG tout à l'heure, des circonstances peuvent dicter la conduite de l'auteur, mais disons de façon générale qu'il y a toujours perte de vie. Alors, maître, est-ce qu'on peut parler d'homicide involontaire dans un cas de récidive? Oui, effectivement. On peut parler d'homicide involontaire dans un cas de récidive. Parce que la récidive, dans ce cas-ci, on va la considérer comme étant celui qui a essayé un premier acte et puis qui, malgré peut-être avoir été condamné ou bien avoir bénéficié de quelques mesures atténuantes, revient pour poser le même acte ou alors tel autre acte
qui est toujours réprimé. Mais est-ce que celui qui a été, par exemple, reconnu coupable d'un délit ou d'un crime reste ou alors n'est pour autant plus un être humain? Est-ce que pour autant il n'est plus sujet à la faiblesse de l'être humain? Est-ce que pour autant il n'est plus sujet à l'oubli, à la légèreté et à la négligence qui pourraient caractériser l'être humain? Donc oui, il peut y avoir homicide involontaire dans le cadre d'une récidive, parce qu'il ne faut pas nécessairement lier la récidive à l'acte identique. Okay. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Ou même à l'intention. Alors, dans la loi camerounaise, on parle d'homicide et blessure involontaire. Pourquoi ces expressions sont liées? Alors, dans le code pénal, l'homicide et les blessures involontaires, ça paraît un peu incongru parce que s'il y a homicide, c'est le degré le plus élevé. En ce moment, les blessures, c'est différent. Vous pouvez plutôt parler, par exemple, des coups mortels. Hein? Vous pouvez plutôt parler des coups et blessures graves. Vous pouvez parler des blessures graves. Vous pouvez, dans une certaine façon, envisager des blessures involontaires qui ont entraîné la mort. Mais vous ne pouvez pas mettre l'homicide avant parce que, je vais dire de façon logique, on ne meurt pas avant d'être blessé, par exemple. Ouais. Donc, voilà un peu. On peut avoir des circonstances où on va distinguer en fonction des degrés. Et quand on va parler de coup mortel, ça veut dire que voilà, quelqu'un qui, de prime abord, n'est pas venu vous donner la mort, mais il vous a donné un coup de poing. Peut-être il ne savait pas, Madame Donquin, assez fragile. Peut-être il ne connaissait pas ses antécédents médicaux, mais le coup qu'il lui a porté a entraîné la mort. Dans ce cas, voilà, on parlera de ce coup mortel-là. Vous pouvez avoir des blessures graves en fonction de l'incapacité de la personne. Vous pouvez avoir des blessures ayant entraîné la mort. Voilà, il y a des personnes diabétiques dont la coagulation, par exemple sanguine, est un peu plus difficile. On peut vous blesser et plus tard, ça vous complique la vie. D'accord. Alors, peut-être qu'avant de continuer, dites-nous que dit la loi, quelles sont les sanctions lorsqu'on parle d'homicide volontaire ou involontaire? Quelles sont les sanctions? Alors, l'homicide involontaire, c'est un délit. Okay. Il faut dire que, puisqu'il n'y a pas l'intention de donner la mort, le législateur a considéré que l'homicide involontaire est beaucoup plus faible, c'est un délit, c'est-à-dire c'est une peine qui ne va pas excéder 10 ans. Or, lorsqu'on parle de l'homicide volontaire, c'est-à-dire du meurtre, quand on parle de l'assassinat, vous avez 10 ans et plus, vous avez la peine de mort. Donc, vous comprenez que le législateur est beaucoup plus rigoureux lorsqu'il s'agit soit du meurtre ou alors de l'assassinat. Comment expliquer donc qu'un homicide involontaire soit un délit et pas un crime? J'ai envie de dire, il y a mort d'homme. Oui. Là, c'est un délit et pas un crime. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on parle de blessures, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, le cas que vous posez est assez spécial parce qu'il va falloir rentrer dans les spécificités, même des circonstances des faits qui sont portés devant le juge. Okay. On peut volontairement infliger des blessures sans avoir l'intention d'ôter la vie. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Mais volontairement, j'ai voulu vous blesser. J'ai pris un couteau en venant vous asséner un coup de couteau peut-être à la main. Le but, en vous blessant à la main, ce n'est pas de vous tuer. Mais maintenant, je ne sais pas dans quel état de santé vous vous trouvez. Je ne connais pas vos antécédents. Je ne sais même pas comment vous êtes physiquement constitué. Et donc, ça peut entraîner votre mort. Or, dans l'homicide involontaire, je vous ai pris le cas de l'accident. Il y a mort, mais jamais il y a même eu intention. Okay. Ne serait-ce que de porter atteinte à l'intégrité de cette personne. Personne ne sort de chez lui au volant de son véhicule en se disant voilà, je vais aller cogner quelqu'un. Non. Mais pourtant, il y a eu mort d'homme. Et parce qu'il y a eu mort d'homme, on ne pourrait pas rester et se dire
non, voilà, c'est rien, c'est léger. On dit, ah non, il y a eu homicide. Mais parce qu'il y a eu un homicide qui est involontaire, donc il n'y avait pas l'intention de donner la mort, le législateur est un peu plus souple que d'autres infractions, comme les coups mortels et autres. Okay. Est-ce que la légitime défense peut justifier un homicide involontaire? Alors, peut-être pas la légitime défense peut justifier, mais je dirais, est-ce que la légitime défense pourrait exonérer son auteur de la responsabilité de l'acte posé? Je dirais oui. Okay. Parce que dans la légitime défense, il y a une attaque et puis il y a une défense. Okay. Bien évidemment, il faut préciser qu'il faudrait encore que la défense soit proportionnelle à l'attaque. Donc, logiquement, on pense que celui qui est en train de se défendre pour survivre ne doit pas être tenu pour responsable de ce qui va suivre. Okay. Lorsqu'il y a proportionnalité, si vous avez une machette, et que j'ai également une machette, et que vous voulez m'ôter la vie, moi, en me défendant, je me retrouve en train de vous ôter la vie, je ne suis pénalement pas responsable. Parce que pour le législateur, je ne viens pas vous ôter la vie, mais je suis en train de défendre la mienne. Et parce que je défends la mienne, on ne peut pas m'en faire le reproche. Et donc, le législateur vous dit, vous n'êtes pénalement pas responsable si vous avez commis un homicide par légitime défense. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un délai de prescription lorsqu'on est dans un cas d'homicide involontaire? Oui, l'homicide involontaire, comme je le disais tantôt, c'est un délit. Et comme on le sait, les délits, le délai de prescription pour les délits est de 3 ans. Pour les crimes, il est beaucoup plus élevé, 10 ans. Donc, il faut déjà considérer que l'homicide involontaire, c'est un délit. Et donc, en tant que tel, vous déduisez les délais de prescription en fonction de cette catégorisation. Lorsqu'on parle d'homicide involontaire, est-ce qu'il y a des catégories également? Est-ce qu'il y a des catégories d'homicide involontaire? Oui. Non, je dirais, est-ce qu'il y a des circonstances? Okay. Peut-être oui, les circonstances peuvent être prises en compte par le juge qui va analyser. Il n'y a peut-être pas intention de la donner, mais est-ce que dans les actes qui ont été posés, est-ce que l'auteur, en fonction des circonstances, en fonction de la personne victime, en fonction de la qualité même de l'auteur, on ne devrait pas prendre en compte un certain nombre de circonstances? Oui, il y en aura. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez trouver dans la fourchette de peine telle qu'est dictée par le législateur pénal qu'un homicide involontaire soit moins réprimé par le juge qu'un autre. Vous allez parfois voir en matière d'accident de circulation, vous allez voir des peines de principe, parfois, c'est-à-dire des peines assorties de sursis à exécution. Et puis, dans d'autres cas d'homicide involontaire, vous allez trouver des peines d'emprisonnement ferme, peut-être beaucoup plus légères que si on était en matière de crime. Mais en matière telle que vous le disiez, d'homicide involontaire, oui, la peine peut être différente parce qu'elle sera différemment, enfin, les faits seront différemment appréciés en fonction des circonstances. D'accord. Merci, maître. Merci encore pour toutes ces réponses. J'ai envie de dire quelque peu compliquées. Je vous remercie et ce sera toujours un plaisir pour moi de venir apporter ma modeste contribution à vos nombreux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu cette fois-ci à plusieurs de vos préoccupations, on va le dire ainsi. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.